d'abord, j'ai intitulé l'approche chirurgie premium de la cataracte, cet exposé que je vais faire. Je juge c'est plus intéressant de parler d'une chirurgie premium que d'implant premium, parce qu'avec le bon sens et avec la sélection des patients, rien qu'avec parfois avec des implants, il faut qu'on peut rendre des patients heureux. J'ai jugé utile avant de parler de l'approche globale d'un patient candidat à une chirurgie de cataracte pour qu'on réussisse le challenge de faire une chirurgie premium, d'aborder quelques cas cliniques et en même temps faire quelques notions générales quant à l'approche globale d'un patient candidat à cette chirurgie. Un cas clinique que j'ai présenté beaucoup de fois dans les congrès nationaux, un patient opéré de cataracte qui a un astigmatisme post-opératoire de 5 dioptries. C'est un astigmatisme assez handicapant. On sait que l'astigmatisme handicape la vision de loin et de près. Ce jeune patient de 55 ans, opéré de cataracte, on aurait dû placer plutôt un implant multifocal. Et quand vous voyez, l'astigmatisme, il est bilatéral, il est bien tracé, il est cornéen. Il est même non conforme. Vous savez, les astigmatismes qui sont non conformes sont mal supportés par les patients et ça aurait été un excellent cas d'implant multifocal torique qui aurait rendu ce patient heureux avec une bonne acuité visuelle de loin et de près. Donc, moralité, si la multifocalité est une option aujourd'hui, moi je pense que la toricité et l'astigmatisme, c'est une obligation de la corriger par un implant torique contre l'astigmatisme et cornéen et régulier. Le deuxième cas clinique que je voudrais discuter avec vous, c'est donc patient âgé de 80 ans qui vient avec une cataracte totale au niveau de l'œil droit et avec un œil gauche pseudophaque, mais avec un astigmatisme très élevé sur l'axe de 120 degrés, donc l'axe de l'incision du chirurgien. Mais l'astigmatisme post-opératoire là, il est de 11 dioptries, donc ça dépasse un astigmatisme induit par un axe plat. Donc il y avait autre chose que l'astigmatisme post-chirurgical induit par l'incision. Et à ma surprise, un patient que je viens de voir il n'y a même pas une semaine, à ma surprise, donc, quand j'ai vu donc, cette topographie, moi, je me suis fait la présentation à l'envers, c'est-à-dire j'ai vu le patient d'abord, bien sûr, ensuite, je demandais la topographie. Vous voyez, sur l'image avant, parfois, vous voyez que l'œil droit, il y a une cataracte, l'œil gauche, il y a un petit légion envahissant qui a envahi le limbe, la cornée et l'axe pupillaire qui a donné un astigmatisme de 11 dioptries avec un axe plat sur 120 degrés. Donc, le patient était, à mon sens, mal pris en charge parce qu'avec un télégion envahissant plus cataracte, il faut s'occuper d'abord du télégion envahissant dans un premier temps et ensuite, il faut opérer la cataracte. Donc, le chirurgien, malheureusement, n'a pas suivi cette recommandation. Plus que ça, il est incisé dans cet axe qui est déjà altéré pour le rendre plus vulnérable. Et ce patient, donc, vous imaginez, n'a aucune acuité visuelle, même ne peut pas le corriger avec antibiotiques. Il faut faire la chirurgie du petit légion après la chirurgie de la cataracte, chose qui aurait dû être fait dans l'autre sens. Un autre cas clinique didactique, patient âgé de 58 ans avec une acuité visuelle de l'œil droit au 4/10, l'œil gauche de 10e, on trouve un cataracte avec un astigmatisme cornéen. Et donc ce patient, il a un astigmatisme qui est très élevé. Et ce patient, j'ai discuté avec lui, il est jeune, il a un astigmatisme 3 dioptries avec une cataracte. J'ai proposé un implant torique bilatéral, il a refusé. Et là, le message que je vous ai fait passer par ce cas-là, que je lui ai dit que vaut mieux que je n'opère pas ce patient, je n'ai pas refusé de l'opérer, mais j'ai jugé utile que poser un implant sphérique chez un patient qui a un implant torique, un astigmatisme bien tracé, assez important, c'est au médecin de convaincre le patient sur le choix de l'implant. On doit, parce que même point de vue coût, porter des lunettes avec un astigmatisme 3 dioptries et être handicapé par une de moins et de près, c'est pas une bonne option. Donc, c'est des cas cliniques de tous les jours où les patients refusent de suivre la recommandation de médecin. On peut trouver un arrangement dans la multifocalité, mais dans la tonicité, moi, je reste intransigeant. Un autre cas clinique, donc 15 ans, opéré de cataracte congénitale, qui vient donc me voir avec au niveau de droit une myopie résiduelle, un astigmatisme résiduel, au niveau de l'œil gauche, une myopie et un astigmatisme très important. Vous voyez que l'astigmatisme est très important chez cet enfant opéré de cataracte congénitale. Qu'est-ce qu'on propose chez ce jeune enfant? Et là, je vous laisse écouter l'audio, j'espère que vous m'entendez bien, pour écouter. Il est pseudo-fac au niveau des deux yeux. Il a gardé une myopie avec un astigmatisme élevé.
Et là, l'enfant est en train de me dire qu'il a une mauvaise acuité visuelle de loin et de près. Il est handicapé avec des lunettes de cette épaisseur. Il a 15 ans. Et là, au lieu de vous faire écouter des audios de malades qui sont contents avec un multifocal, exprès, je vous fais écouter des enfants, des malades qui sont mécontents d'un implant monofocal. C'est la réalité de tous les jours. Donc, c'est un enfant qui va être condamné à porter des lunettes assez décapantes sur le plan psychologique, alors qu'on aurait dû au moins corriger la tonicité au niveau des deux yeux en opérant cet enfant. Pour conclure, j'ai quelques réflexions à partager avec vous. Alors, on peut se décider concernant le choix de l'implant qui est habilité à décider, en fin de compte, du statut réfractif post-opératoire de nos malades. Parce que quand on fait l'opération, dans la chirurgie de la cataracte, tout disparaît, le BSS, le bleu, le visqueux, tout, la seule trace, la seule signature qui reste chez nos malades, c'est l'implant. C'est ce qu'il va porter avec nous toute la vie et c'est en quelque sorte la signature de l'efficacité du chirurgien. Donc, je passe ce message, donnez du temps dans votre examen clinique en discutant avec les malades toutes les options du statut réfractif post-opératoire. On n'a pas le droit de décider seul, le médecin, d'un implant monofocal comme ça et de le condamner à porter des lunettes toute la vie. Donc, c'est un débat patient-médecin sur le choix de l'implant, ce qu'on appelle le statut réfractif. Une partie qui est primordiale, moi, à mon sens, dans l'approche réfractive de la cataracte, c'est la communication avec les malades avant la chirurgie, après la chirurgie. Et avant la chirurgie, il faut bien parler d'un mot qu'on appelle le statut réfractif post-opératoire et oser poser des questions comme un malade qui refuse alors qu'il est un bon candidat pour des multipropos ou qui hésite ou la motivation n'est pas là. Il faut juste lui dire que si on offre un implant monofocal et si on corrige pas, par exemple, l'astigmatisme, ce patient sera condamné à porter des lunettes toute la vie, aussi bien de loin que de près. Et beaucoup de fois, quand on pose cette question de cette manière, beaucoup de patients posent la question et quels sont, docteur, les autres alternatives? Et à ce moment-là, on va ouvrir le débat en étant plus à l'aise en expliquant le patient les différentes modalités de choix d'implant. Mais il faut oser poser les questions que je vous ai montrées sur la diapo, ce qu'on appelle les bonnes questions, les questions clés, pour entamer une discussion réfractive avec les malades. Et parfois, les patients mais ils ne posent pas la question sur le choix des implants parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant qu'il y a des implants qui corrigent le loin et le près, qui corrigent l'astigmatisme, qui donnent une qualité de vision. Donc, il faut, dans le cadre de l'information à ces malades, ouvrir un débat en posant les questions suivantes. Alors, grosso modo, pour conclure, il y a des bons candidats, ce qu'on appelle des bons profils. C'est le patient motivé demandeur, c'est généralement des hypermétropes. Il n'y a aucune pathologie cornéenne, c'est bon, toute absence de mobilité oculaire. Et bien, les patients aussi, les bons candidats, c'est le patient qui accepte le compromis. Il faut qu'il accepte le port de lunettes de temps en temps. Il n'y a pas de chirurgie réfractive avec 0% de port de lunettes. Il faut dire qu'il y a une grande autonomie sans lunettes. C'est là où c'est le mot qu'il faut utiliser. Les cataractes bilatérales, bien sûr, c'est de bonnes indications. Et actuellement, même la chirurgie réfractive n'est plus une contre-indication à la chirurgie d'implant premium. Grâce au biomètre, grâce au sabéromètre, on arrive à trouver le bon implant pour ces patients qui ont fait de toute leur vie de vivre sans lunettes. Ils ont fait la chirurgie plastique cornéenne. Il ne faut pas qu'à un certain âge, on revient au port de lunettes. Il faut que ces patients ne soient pas exclus d'emblée. Les patients borderline, bah, c'est les patients où il y a un syndrome sec, une pathologie qu'on n'arrive pas à stabiliser, une pathologie cornéenne, une pathologie rétinienne, la cataracte unilatérale, les gens qui travaillent le soir, les grandes ondes kappa, tous ces indications de se détailler après moi, donc je vais pas m'attaquer sur ça. Et cette diapo que j'ai montré beaucoup de fois, il y a un débat au Maroc, heureusement qu'il existe, avant il n'y avait pas de débat, maintenant il y a un débat. Mais le débat, il ne faut pas qu'il reste stérile, c'est-à-dire que chacun va compter sur, va dire que pour moi, je ne suis pas prêt à changer d'habitude, je ne veux pas mettre ces implants parce qu'il y a des malades mécontents. Donc je pense qu'il faut oser, il y a de bons profils de malades, il faut établir des critères de sélection parce que c'est inconcevable qu'au Maroc, on reste à quelque chose comme 1% d'implants premium alors qu'on Europe, on est dans les 15-20% et voire même plus. Il faut que ce débat soit positif et qu'on nous permette d'avancer vers l'amélioration de cette chirurgie. Donc, cette pyramide, j'en parle tout le temps. Il faut être franc avec les malades. Il n'y a pas d'implant qui permet une autonomie de loin, de près, en intermédiaire, jour et nuit, ou vision de loin. Donc, il faut toujours dire à ces malades que c'est que l'implant monofocal qui va les condamner à porter les lunettes 100%. Donc, les autres implants, ils vont donner une grande autonomie de 70 de 80% de vivre sans lunettes. Il ne faut pas parler de vivre sans lunettes en chirurgie cristallinienne pour le moment. Il faut rester modeste. Alors,
La conclusion et les clés de succès, je pense qu'il faut être outillé et armé pour explorer tout le dioptre oculaire. Et ça va être détaillé après moi par l'éminent orateur. Et je rappelle que le premier dioptre oculaire commence au niveau du fil lacrymal, au niveau des glandes de l'envers jusqu'à la macula. Le deuxième point, il faut donner de l'importance à la communication avec ces malades et maîtriser bien le profil psychologique de nos malades et sélectionner les patients qui sont prêts pour ce qu'on appelle le compromis. Le troisième point, il faut maîtriser la période primordiale. C'est l'optique des implants, et on va en parler dans cet exposé, la biométrie modèle et surtout le nouveau venu dans la chirurgie, c'est-à-dire l'avènement de la biométrie de CT. Et le dernier point, donc, pour conclure, il faut être prêt à gérer les patients mécontents parce qu'il y en aura. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé, mais parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'arrive pas à maîtriser concernant la neuroadaptation, concernant la vision binoculaire. Donc, il y aura toujours des patients qui sont insatisfaits.